À la fin du XVIIIe siècle, dans les contrées reculées de Pennsylvanie et des Appalaches, le whisky n'était pas qu'une simple boisson. C'était une monnaie d'échange, une ressource essentielle pour les fermiers qui vivaient dans ces contrées rudes et isolées. Mais en 1791, tout bascule. Le gouvernement fédéral, présidé par George Washington, décide d'appliquer une nouvelle taxe sur les whiskies, un coup dur pour les producteurs. Pour les fermiers, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une attaque directe contre leur mode de vie, leur liberté et leur autonomie. Ce qui devait être une simple mesure fiscale se transforme en révolte ouverte où de simples hommes ordinaires prennent les armes pour défendre leur liberté. Pourquoi cette taxe a créé une telle indignation ? Comment une simple boisson est devenue le symbole d'un combat pour la liberté ? Plongez avec moi dans cette histoire méconnue où chaque goutte de whisky reflète la résistance d'hommes pour leur liberté. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, une époque où le vent de changement souffle sur les jeunes États-Unis d'Amérique. Le pays, né des cendres de la guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne, est encore fragile et en quête de stabilité. Les 13 colonies devenues des États célèbrent leur victoire contre l'oppression britannique. Mais cette liberté nouvellement acquise s'accompagne de défis immenses. Comment transformer un ensemble de territoires disparates en une nation unie ? Comment financer un gouvernement central tout en respectant les idéaux de liberté et d'autonomie qui ont nourri la Révolution ? La guerre a laissé des cicatrices profondes, des dettes colossales, une économie vacillante et des tensions entre les États et le pouvoir central. La Constitution, adoptée en 1787, pose les bases d'un gouvernement fédéral, mais tout reste à construire. Les divisions entre les régions sont palpables. Tandis que les États du Nord commencent à se tourner vers une économie industrielle, le Sud repose encore largement sur l'agriculture et l'esclavage. Quant aux territoires de l'Ouest, ils se battent pour leur survie, isolés et souvent ignorés par un gouvernement fédéral concentré sur les villes du côté Est. À la tête de cette jeune république, un homme se distingue, George Washington, héros de la Révolution qui porte sur ses épaules le destin de toute une population. Et dans son ombre, un architecte de l'économie vient installer les fondations d'un système économique stable. Alexander Hamilton est un homme brillant et ambitieux. Il est déterminé à imposer un système économique et une vision à longue durée. Il sait que pour garantir la survie de cette jeune république, il lui faut des fonds, de l'argent. Mais où trouver ceci ? En 1791, Alexander Hamilton, alors secrétaire au Trésor des États-Unis, est confronté à un défi colossal. Trouver une solution pour rembourser les dettes massives contractées par le jeune gouvernement fédéral pendant la guerre d'indépendance. Observant le paysage économique d'un pays encore en construction, Hamilton comprend rapidement qu'il faut établir un système de revenus stable pour consolider l'autorité fédérale et garantir la survie de la nation. Il propose une mesure audacieuse et controversée, une taxe sur la production de whisky. Ce choix n'est pas anodin. Hamilton voit dans cette taxe une opportunité pragmatique. Le whisky est produit en abondance, consommé dans les tavernes et lors des rassemblements sociaux, et joue un rôle central dans la vie des communautés rurales. Taxer un produit si largement utilisé semble, à ses yeux, une solution logique pour remplir les caisses du gouvernement. Mais ce que Hamilton perçoit comme une mesure nécessaire et rationnelle va bientôt se heurter à une résistance farouche, notamment dans les régions rurales de l'Ouest, où le whisky est bien plus qu'une simple marchandise. Cette décision ne se dresse pas simplement contre une boisson, elle s'attaque à un mode de vie. Dans les régions rurales, le whisky n'est pas qu'un simple alcool, c'est une part de leur identité. Les fermiers distillent leur propre production, souvent pour subvenir à leurs besoins. Ils échangent le whisky contre des fournitures, des biens essentiels et même des faveurs. En taxant cette boisson, le gouvernement ne fait pas que frapper un produit, il menace la survie économique de toute une communauté. La tension monte rapidement. Les fermiers qui ont combattu pour leur indépendance et leur droit à l'autonomie voient d'un œil méfiant cette intrusion du gouvernement dans leur vie quotidienne. La taxe sur les whiskies est considérée comme une première étape vers un système de contrôle de plus en plus oppressif. Comment un gouvernement qui prétend défendre leurs droits peut leur imposer un système aussi oppressif ? Cette question va résonner comme un signe de ralliement des agriculteurs. Dans ce contexte, la scène est prête pour un affrontement. Les fermiers se rassemblent, animés par un sentiment d'injustice, prêts à défendre leur mode de vie et à combattre ce qu'ils considèrent comme une nouvelle forme de tyrannie. Le whisky, autrefois symbole de fête et de camaraderie, devient le symbole d'une révolte imminente. Ce qui commence comme un souci fiscal se transforme bientôt en une question de liberté et la nation se prépare à une lutte qui marquera son histoire. Pour comprendre l'ampleur de la révolte qui se profile à l'horizon, il est essentiel de plonger dans l'univers rural des colonies, où le whisky n'est pas simplement une boisson, mais une institution.
Dans ces vallées verdoyantes, la distillation est un art, un savoir-faire. Imaginez un petit alambic en cuivre entouré de champs de maïs et de seigle où la vapeur s'élève lentement, emportant avec elle l'histoire de chaque famille qui le fait fonctionner. Le whisky pour ces fermiers est bien plus qu'un simple alcool, c'est une économie à part entière. En effet, dans les régions reculées, où les marchés sont loin où la monnaie se fait rare, le whisky devient une forme de monnaie d'échange. Les fermiers échangent leurs bouteilles lors de transactions, que ce soit pour acheter des outils, du bétail ou même pour régler leurs dettes. Dans ces échanges, le whisky devient un symbole de confiance et de camaraderie, un lien entre les voisins qui s'entraident, partageant leurs ressources dans un esprit de communauté. Certaines familles le fabriquent pour célébrer des naissances, d'autres pour honorer les mariages ou consoler lors des pertes. Les tavernes où l'odeur du whisky se mêle à certains pains frais et des viandes rôties deviennent des refuges pour les âmes fatiguées, des lieux de rencontre où se tissent des liens sociaux. Mais cette culture de whisky est également marquée par des défis. Les fermiers n'ont pas seulement à se battre pour leur récolte, mais aussi contre les caprices de la nature et les fluctuations des prix du marché. La distillation est un processus délicat, nécessitant des compétences et une attention minutieuse. Les fermiers investissent leur temps et leurs ressources dans cette tradition, considérant le whisky comme le fruit de leur travail acharné. Pour ces fermiers, produire et consommer leur whisky est un acte de souveraineté. Chaque bouteille devient une déclaration tacite. Nous ne laisserons pas notre culture et notre économie taxées par des impôts injustes. Alors que la tension monte et que la nouvelle de la taxe se répand comme une traînée de poudre, cette culture du whisky se transforme en un puissant moteur de résistance. Les fermiers réalisent que leur mode de vie est en jeu. Ils sont prêts à défendre leurs droits avec la même détermination qu'ils avaient montrée sur le champ de bataille lors de la guerre d'indépendance. Le whisky, ce symbole de leur identité, devient le flambeau de leur révolte, éclairant le chemin vers une lutte qui s'annonce inévitable. À l'annonce de la taxe sur le whisky, un murmure inquiet se propage à travers les communautés rurales. Les tavernes, habituellement remplies de rires et de chants, sont désormais le théâtre de conversations animées où les fermiers se retrouvent pour discuter de cette nouvelle loi qui menace leur existence. Pour les fermiers, cette taxe est plus qu'un simple impôt. Il est une attaque directe contre leur mode de vie, une remise en question de leur droit à l'autonomie. Ils se rappellent des sacrifices consentis durant la guerre d'indépendance, des batailles où ils ont risqué leur ville pour se libérer du joug britannique. Comment maintenant peuvent-ils accepter un gouvernement qui leur impose des règles aussi oppressives ? Cette question résonne dans l'esprit de tous, devenant le mantra d'une résistance naissante. La colère se transforme rapidement en action. Des réunions clandestines commencent à se tenir dans les granges et les sous-bois, où les fermiers échangent des idées et élaborent des stratégies. Ils parlent de résistance, de désobéissance civile et de la manière de leur faire entendre leur voix. Les mots comme révolte et liberté s'infiltrent dans leurs discussions, et bientôt l'idée d'une action collective prend forme. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Leurs voisins partagent la même indignation, et ensemble, ils forment un front uni contre ce qu'ils considèrent comme une tyrannie fiscale. Mais cette rébellion est aussi teintée de peur. Les fermiers savent qu'une opposition peut avoir des conséquences graves. Ils craignent des représailles, des autorités et des collecteurs de taxes. Pourtant, cette peur est éclipsée par une volonté farouche. La solidarité entre les fermiers commence à se renforcer. Dans ce climat de tension, des actes de défi commencent à surgir. Des collecteurs d'impôts sont accueillis par des menaces et dans certains cas par des confrontations ouvertes. Les fermiers refusent de payer la taxe, défiant ainsi l'autorité du gouvernement. Les rumeurs d'émeutes et de révoltes commencent à circuler et la situation devient de plus en plus explosive. Le whisky, autrefois symbole de fête, devient désormais le symbole d'une résistance fervente, un cri de ralliement pour ceux qui se battent pour leur droit à l'autodétermination. Le climat est électrique. Les fermiers, armés non seulement de leurs outils, mais aussi d'un sens renouvelé de la justice, sont prêts à se battre pour ce qu'ils croient. L'histoire qu'ils se tissent ici ne concerne pas seulement une taxe. Elle évoque un mouvement, une insurrection et un acte de défi face à un gouvernement qui se montre de plus en plus intrusif. Les premières étincelles de la rébellion s'allument et le parcours vers un affrontement inévitable est désormais tracé. L'année 1794 est marquée par une tension palpable comme un orage prêt à éclater. Le 14 juillet 1794, une étincelle déclenche l'explosion. Des collecteurs d'impôts envoyés pour faire respecter la loi arrivent dans la ville de Braddockfield. Ils s'y attendent à une simple collecte, mais ce qu'ils rencontrent est tout autre. Les fermiers, armés de leur colère, se rassemblent en masse. Les mots échangés sont durs et chargés d'émotions. Et bientôt, ce qui était un simple affrontement verbal se transforme en un conflit ouvert. Des pierres volent, et dans un élan de révolte, les fermiers attaquent les collecteurs, les chassant de la ville. La révolte prend une ampleur inattendue. Des milliers de fermiers de différents coins de la région répondent à l'appel et se rassemblent pour défendre leur mode de vie.
Ils se déplacent comme une marée humaine, déterminés à faire entendre leur voix. Le whisky, symbole de leur culture, est désormais un cri de guerre, un emblème de leur lutte pour la liberté. Au fur et à mesure que les jours passent, la rébellion s'intensifie. Les fermiers s'organisent. Ils forment une milice sous la direction de David Bradford, un homme charismatique et déterminé qui devient le visage de cette insurrection. Bradford, ancien soldat de la guerre d'indépendance, sait que cette lutte n'est pas seulement pour un impôt, c'est une lutte pour la dignité et l'identité de tout un peuple. Le 25 août, la tension atteint son paroxysme et les fermiers commencent à marcher par milliers vers Pittsburgh, bien déterminés à faire face aux autorités. Les autorités, quant à elles, alarmées par cette rébellion, commencent à craindre pour la stabilité de ce pays naissant. Le spectre d'une guerre civile flotte dans l'air, et des rumeurs de violence commencent à se répandre comme une traînée de poudre. George Washington, conscient des implications de cette insurrection, sait que la survie de la jeune république est en jeu. Dans son esprit, il y a un dilemme. Comment préserver l'autorité sans écraser le peuple qu'il a juré de protéger? La réponse ne tarde pas à venir. Il décide d'agir avec fermeté. En septembre 1794, Washington mobilise une force militaire considérable, rassemblant près de 13 000 soldats. Un acte qui en dit long sur l'ampleur de la menace perçue. Ce qui pourrait sembler une réponse disproportionnée à une révolte locale est pour Washington une nécessité pour maintenir la légitimité du gouvernement fédéral. Alors que les troupes avancent, l'atmosphère est chargée de tensions. Les fermiers qui ont déjà défié une autorité qu'ils estiment injuste sont désormais confrontés à une force armée. Les rumeurs d'une confrontation imminente circulent, et les fermiers, bien qu'animés d'une grande détermination, commencent à ressentir une peur sourde face à la puissance de l'armée. Le 30 octobre 1794, le gouvernement envoie ses troupes. La rencontre tant redoutée se déroule à Braddock Field, où les soldats se préparent à faire face aux rebelles. Les visages des fermiers, marqués par des mois de lutte, se resserrent, mais leur détermination reste intacte. Ils ne sont pas là pour se rendre, mais pour défendre leur droit à l'autonomie et à la dignité. Cependant, alors que les soldats avancent, une prise de conscience s'opère. La plupart des fermiers, malgré leur bravoure, réalisent que le conflit armé pourrait mener à des pertes humaines insupportables. La vision d'un affrontement sanglant avec l'armée, qui pourrait déchirer leur famille et leur communauté, les pousse à réfléchir, alors que des voix s'élèvent, prônant une résolution pacifique. Finalement, face à la menace, les fermiers décident de se rendre. Ce choix, bien qu'amer, est motivé par le désir d'éviter tout bain de sang. Cette décision de se rendre marque un tournant dans l'histoire de cette rébellion. Le gouvernement, ayant rétabli temporairement l'ordre, commence à poursuivre les leaders de la rébellion. David Bradford et d'autres figures emblématiques deviennent des cibles, arrêtés et jugés pour leur acte de défi. Finalement, le whisky qui avait été à l'origine un symbole de division se transforme en un symbole d'unité. Il incarne non seulement la culture et l'identité des fermiers, mais aussi leur lutte pour des droits fondamentaux. Les festivités autour du whisky prennent une nouvelle dimension, célébrant non seulement le produit lui-même, mais aussi l'esprit de résistance qu'il représente. En conclusion, la rébellion du whisky est un chapitre clé dans l'histoire américaine qui illustre la lutte pour la dignité et l'autonomie. Les fermiers, face à une autorité qu'ils percevaient comme injuste, ont montré que la résistance est possible et que la solidarité peut être une force puissante. Comme quoi, même un produit qui est reconnu aujourd'hui comme récréatif peut être source de révolte. Si vous aimez les histoires sur les rébellions liées à l'alcool, je vous invite à regarder ma vidéo sur les clairins, ce rhum d'Haïti rempli de liberté et d'envie d'autonomie. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, consommez moins, mais consommez mieux.